L'autre chose qui est vraiment intéressante avec le fine-tuning, et je pense que c'est particulièrement pertinent pour nous qui sommes en France, c'est l'adaptation à la langue. Parce qu'on sait aujourd'hui que les modèles sont plutôt bons pour parler le français, mais ils n'ont pas été entraînés sur beaucoup de français. Lama 3, typiquement, je crois que c'est 95% anglais, en fait, typiquement. Donc ça va pour parler une langue correcte, ça va pas pour avoir toute la diversité d'expressions que tu peux avoir sur du français, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est une puissance du fine-tuning qui n'est pas assez identifiée, alors que je pense qu'une bonne partie des frictions liées à l'IA générative sont liées aussi à ça. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Carl Langlais, CTO et co-founder chez Playas. Playas est une startup d'IA qui cherche à développer des modèles sur l'open data. Bonjour Pierre-Carl. Bonjour Marc. Alors Pierre-Carl, est-ce que tu peux nous parler de Playas un peu plus, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors donc on a une nouvelle structure, on s'est lancé officiellement il y a seulement un mois et on veut donc entraîner, comme tu l'as déjà bien très résumé, des modèles sur de la donnée ouverte. Alors au sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est de la donnée qui n'est pas soumise à droit d'auteur. Donc il y a un très gros débat aujourd'hui, tu sais, sur l'entraînement de ces modèles, sur le fait qu'ils sont entraînés sur des gros corpus d'archives web, mais aussi sur des corpus, on soupçonne même être un petit peu piratés aussi. Donc il y a quand même d'énormes débats. Et aujourd'hui, là où ça pose question, notamment, c'est dans le déploiement de l'IA générative dans les secteurs régulés. Donc ça peut être effectivement les secteurs privés comme le bancaire, les assurances, mais aussi dans le secteur public. Ouais. Avec lequel on bosse pas mal. Donc là, notamment dans le fameux projet Albert, on en parlera après, qui a été annoncé la semaine dernière par le Premier ministre. Donc voilà, donc il y a quand même des enjeux importants sur développer des IA qui soient vraiment auditables, transparentes, et sur lesquelles on puisse avoir un regard sur le corpus. Et tant que les corpus sont pas ouverts au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'on puisse les reproduire, les diffuser, comme on ferait avec de l'open source, avec de l'open science, parce qu'il y a des licences ouvertes derrière, c'est très compliqué. Ça a un gros impact, ça, de se contenter de l'open source. Je sais que c'est une question qui a toujours été soulevée, le fait que, du coup, les modèles viennent entraîner sur des corpus, entre guillemets, plus petits. Donc ça, c'est un peu la question. Mais en fait, ce qu'on a réalisé quand on a commencé à s'embarquer là-dedans, c'est que, en fait, les corpus ouverts, c'est très gros. Et là, moi, j'ai la chance quand même d'avoir été un peu aux avant-postes de ça, parce que j'ai beaucoup travaillé avant. Moi, j'ai une formation de chercheur plutôt au lien entre intelligence artificielle et humanité numérique. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les corpus patrimoniaux et sur les corpus en sciences ouvertes. Mais en fait, le domaine public, c'est très gros. C'est tout ce qui a été publié en livres, en journaux, jusqu'aux années 50 à peu près. Ouais. C'est une masse assez énorme. Donc là, il y a un mois, on a sorti un premier morceau de ce qu'on a collecté. C'est loin d'être tout. On a déjà 500 milliards de mots, ce qui commence à faire beaucoup. Et on va en avoir plus par la suite. Là où ça me semble vraiment intéressant de partir aussi sur des corpus ouverts, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture en fait, de sciences ouvertes sur la partie données en IA. Il y a un peu de sciences ouvertes sur la partie algorithme, donc on sait à peu près les trucs qui sont utilisés, mais il n'y a pas ça sur la donnée. Et on n'a pas du tout cette construction collective, cette réflexion qu'on peut avoir sur la donnée, comment la nettoyer, comment l'approprier, comment la transformer, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses en synthétique aussi. Aujourd'hui on n'a pas ce travail-là. Donc c'est vrai que d'avoir juste cette fondation-là, de se dire on a des gros corpus ouverts, qu'on peut reproduire, qu'on peut diffuser, qu'on peut transformer, etc., c'est quand même un élément vraiment important, même pour faire progresser scientifiquement les modèles. En fait, c'est pas juste un enjeu éthique, plus blanc que blanc, etc., mais c'est en fait vraiment un enjeu scientifique aujourd'hui de pouvoir dire on travaille la data collectivement. Ok. Alors, c'est quoi ton expérience avec l'entraînement de modèles ? Je sais que tu es CTO de Playas, mais avant ça, tu avais une vie avant. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses. Alors moi, en fait, j'ai vraiment vu l'évolution des LLM depuis le début, en fait, depuis l'émergence du stack LLM, en fait, parce que c'est un stack élargi. Il y a les embeddings, il y a tout ça. Donc moi, j'ai vraiment eu l'intérêt pour ça à l'époque des word embeddings, qui remonte à loin. Donc à l'époque, on avait une fenêtre contextuelle de 12 mots. C'était entraîné sur du Wikipédia. Par contre, là, il y avait un vrai engagement à l'époque sur l'open data qui s'est perdu un peu par la suite. Puis après, on a vu arriver d'autres initiatives. Enfin, j'ai vu ça grandir progressivement. J'ai un peu bossé avec les LSTM, puis avec BERT quand BERT est arrivé. GPT-2, j'avais fait un des premiers fine-tuning en français. Et à l'époque, c'était assez drôle parce qu'on avait fait un canular littéraire. On avait fait des faux poèmes de Stéphane Mallarmé qu'on avait fait passer pour des vrais. Mais bon, on sentait qu'il y avait un truc avec cette technologie. Même si c'était pas encore commercialement exploitable, mais il y avait quelque chose qui se nouait. Et là, c'est vrai que jusqu'à récemment, j'ai surtout bossé côté fine-tuning, donc adaptation des modèles pour faire autre chose. Il y a quand même plein de choses à faire, donc réentraîner les modèles, les adapter, etc. Et là, du coup, j'avais un peu participé au consortium OpenLLM France, donc qui voulait entraîner le premier modèle français ouvert. Donc j'avais participé à leurs travaux, j'avais fait la partie collecte de données et ainsi de suite. Et là, du coup, on s'embarque vraiment dans la grande aventure qui va être entraîner un modèle de A à Z. On vient d'avoir vu des ordres GPU pour ça, donc c'est tout lancé.
Alors, c'est quoi la difficulté dans le fine-tuning ? Alors, la première, c'est déjà les données qui sont grosses. Donc, c'est vrai que tout le monde pense GPU, mais avant ça, il y a déjà juste savoir l'espace de stockage pour aller ranger tout ça. Ouais. Stocker, référencer, savoir exactement ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Alors, une autre étape vraiment importante, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, c'est concrètement les modèles de langue, quand ils créent un corpus, en fait, ils ne voient pas les mots. Et d'ailleurs, c'est assez frappant si tu t'es mis à tester, que tu envoies des prompts, par exemple, un peu autoréférentiels, comme par exemple, compte-moi le nombre de lettres dans un mot. Le modèle ne saura pas. Parce qu'en fait, il ne voit pas les mots, il ne voit pas les lettres dans les mots, en fait. Il voit des identifiants numériques qui sont là à la place des mots. Donc, il faut tokeniser ce corpus-là, il faut remplacer tous les mots par des identifiants. Il y a plein d'approches qui existent, bien sûr. Il y a plein d'astuces, comme par exemple découper les nombres en morceaux, etc. Puis une fois qu'on a tokenisé, du coup, il faut organiser et planifier l'entraînement lui-même. Et là, à nouveau, il y a plein d'astuces qui existent. C'est très large. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est comme du fine-tuning, en fait, où on envoie des corpus, sauf que c'est la version très grande. Ça prend des jours. Et il faut envoyer ces corpus-là par morceaux. Donc, on prend des batches, on prend des morceaux de corpus, on les envoie. On part de modèles qui sont vides. Par contre, c'est la seule différence avec le fine-tuning. On parle d'un modèle existant, puis on l'adapte. Là, on a un modèle qui est pas, il y a des poids qui sont aléatoires. Et progressivement, le modèle va se réajuster. Mais maintenant, cette manière de faire, il y a plein d'astuces. Parce que, par exemple, un truc important qu'on a découvert dans les modèles récents, comme par exemple probablement la MAT3 aussi, c'est ce qu'on appelle le scheduling des données. Donc, c'est à quel moment tu envoies quelles données. Et on se rend compte qu'il vaut mieux envoyer une nouvelle qualité sur la fin. D'accord. Au début. Ok. Donc, il y a plein d'astuces de ce type-là. Mais c'est vrai que déjà, je dirais que le gros travail, c'est vraiment un travail de données plus qu'un travail de mathématiques au fond. Parce que finalement, quasiment tous les modèles reposent sur la même logique. C'est la même chose que BERT. Ça n'a pas changé tellement. C'est les transformers. Donc, il n'y a pas tellement d'innovation sur ce plan-là. Par contre, c'est une énorme infrastructure organisée, déployée pour gérer ces flux de données, les transbaser sur le supercalculateur qui va faire le travail, faire les calculs parallèles, parce que du coup, c'est plusieurs GPU qui vont devoir travailler en même temps, il faut qu'ils se transmettent bien les données. Et typiquement, nous, on va entraîner en partie à Janzé, il y a des difficultés au-delà d'un certain nombre de GPU connectés. C'est vraiment une question d'infrastructure, en fait. Ouais, mais l'entraînement d'un GPU, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus recherche que le développement d'applicatifs avec. Alors, c'est justement une des raisons pour lesquelles on est parti là-dessus, en fait, en réalité. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup bossé sur le fine-tuning, donc vraiment, côté très appliqué, du coup. C'est ce qu'on a fait aussi pour le projet Albert. On a fait des modèles pour résoudre des tâches. Donc, c'était typiquement répondre à un bon français administratif, ajouter des références sur ce qu'on fait du RAG, faire du résumé de rapport. Donc, à chaque fois, c'est des tâches précises qu'on essaie de solutionner, et ainsi de suite. Ouais. Là, la raison pour laquelle on est allé dessus, en fait, c'est un truc qui est en train de se réaliser de manière collective, en fait, dans le petit monde du pré-training, où il n'y a pas tant de monde que ça, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à respécialiser le pré-entraînement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles, c'est un peu pâte à modeler, tu vois. Tu fais tout n'importe quoi, tu mets tout n'importe quoi dedans, puis tu travailles après pour aller designer ton modèle et le refaire. Ouais. Aujourd'hui, comme il y a quand même un intérêt très important pour les plus petits modèles, parce qu'on n'a pas de GPU, et qu'il faut réussir à déployer ça, il y a quand même un peu la suspicion maintenant, peut-être qu'on a peut-être intérêt à spécialiser les modèles dès l'entraînement, pour qu'ils fassent mieux faire un certain nombre de choses. Surtout maintenant qu'on a une bonne visibilité sur les use cases, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Quand ChatGPT s'est lancé, on ne savait pas tout ce qu'il allait avoir. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu un bon recul. Donc, typiquement, on sait qu'en réalité, tout le monde fait du RAG. Ce qui n'était pas évident. Et même GPT-4, les gens n'ont pas confiance dans les informations qui sortent. Ils veulent pouvoir brancher ça sur des sources. Donc, du coup, il faut des modèles qui soient bons pour faire ça. Et c'est un truc que notamment Cohere a compris. Lorsqu'ils ont sorti leur modèle il n'y a pas longtemps, la Commander, c'est un peu un des premiers du genre qui rentre dans une logique de spécialisation, de se dire OK, très bien, plutôt que de faire un énième modèle en vrac, comme tout le monde fait, il y a quand même beaucoup de modèles qui sortent, tu te demandes un peu pourquoi ils existent aujourd'hui. Si on faisait un modèle qui soit plutôt bon pour faire ce pourquoi on pense qu'il y a quand même un intérêt commercial derrière. Et nous, c'est à peu près l'idée qu'on veut pousser, et l'intuition qu'on a quand même très forte pour avoir beaucoup bossé avec des gros acteurs, c'est qu'ils veulent pas des chatbots, ils veulent des bons modèles pour aller faire du document de processing at scale, en fait. Concrètement. Donc, ils veulent faire de la bureaucratie, ils veulent faire du résumé, transformation, passer d'un format à l'autre, et puis les données non structurées contre non structurées, etc., etc. Donc, c'est là où il y a un peu un besoin, et c'est un peu là, nous, on veut aller, en fait, en réalité, parce qu'on pense que si on veut aller sur la spécialisation du pré-train, c'est un peu différent de la question du fine-tuning. Fine-tuning, tu peux vraiment aller sur une tâche précise, dans un environnement très précis, et puis c'est tout. Là, tu veux quand même maintenir un signe de flexibilité. Donc, tu as intérêt à être à un niveau un peu élevé, comme le RAG en général, ou comme nous, ce qu'on veut plutôt faire, qui est plutôt la question de comment tu traites des formats documentaires, corriger l'OCR, par exemple, qui est une de nos grandes préoccupations. Tu veux pouvoir travailler ces choses-là de manière à la fois plus spécialisée, mais quand même relativement flexible. Donc, nous, c'est un peu l'intuition qu'on a, qui est un peu un point de bascule aujourd'hui, avec ce problématique qu'on a ces modèles géants qui savent tout faire, mais du coup, on a d'une part du mal à les déployer, et puis d'autre part, je pense que c'est aussi un peu presque décourageant pour un certain nombre d'utilisateurs par derrière, parce que du coup, tu te retrouves avec des choses qui sont potentiellement capables de faire un peu tout, mais de là à pouvoir les amener vers là où tu veux, il y a toujours un travail de réadaptation, et c'est vrai que c'est un peu problématique. Et
D'autre côté, je pense qu'il y a un peu un vrai niche intéressante du coup qui se cache du côté de faire des modèles pour faire des choses. Donc pas juste il y a une dimension recherche qui est évidente du coup parce que bon évidemment faut repenser tout ce que je viens de te dire avant, c'est-à-dire la tokenisation, elle doit être repensée par rapport à ce que les formats que tu veux mettre dedans. Ouais. La sélection des données doit être repensée par rapport à ce que tu veux mettre dedans typiquement. Et nous on veut beaucoup entraîner sur PDF. C'est un truc qui est pas fait aujourd'hui. Tout le monde entraîne sur command crawl, tu vois, donc c'est des masses énormes de HTML partout. Mais la réalité de ce qu'on voit dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, c'est que tout le monde travaille sur les documents en PDF. Et que du coup, c'est pas le même format. Et surtout, dans les problématiques d'artefacts et à la numérisation, là je pense notamment aux erreurs d'OCR, qui ne se retrouvent pas dans les corpus qu'on traite habituellement. D'accord. Donc, tu n'as pas des modèles qui sont vraiment très résilients par rapport à ça, tu vois. Ils ne connaissent pas ces formats-là, donc il faut les réentraîner, c'est sans fin, il faut les adapter, tu fais des fine-tuning sans fin. Et c'est vrai que du coup, l'intuition d'aller paradoxalement refaire de la spécialisation sur le pré-training, c'est aussi une manière de se libérer après une certaine tête de tâches en fine-tuning, parce que on aura des modèles qui vont typiquement connaître bien les formats administratifs français, européens, parce qu'on va récupérer plein de corpus qui correspondent à ça, et qui va donc créer une forme de familiarité. Ok. Donc, sur le fine-tuning dont on parle ici, c'est prendre le format du PDF, la position de chaque mot telle qu'elle est encodée dans le format PDF lui-même et donner ça en input à un LLM? Alors, en fait, non. En fait, c'est pas aussi élaboré que ça. L'idée, c'est déjà de travailler juste à partir des formats qui existent aujourd'hui. Donc, déjà, juste le format texte brut que sort un PDF, tu vois. Mais donc, du coup, avec ces problématiques. Parce que c'est déjà ce qui est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on travaille en RAG, on travaille directement à partir de ce que nous sort un PDF tout texte ou un truc de genre. Nous, là, on travaille beaucoup avec des modèles aussi de cognition qui nous permettent d'améliorer parce qu'un truc qui est très important quand on veut faire du bon RAG, typiquement, c'est que le modèle sache c'est quoi le titre, c'est quoi le sous-titre, c'est quoi la structure de ce document, c'est quoi les bullet points, c'est quoi tout ça. S'il n'a pas cette information-là, il n'arrivera pas à faire de reasoning avec, en fait. Donc, il y a déjà un peu un premier point là-dessus. Donc là, on peut travailler sur 2 points. On peut travailler d'une part sur mieux parser ces documents en PDF. Donc là, c'est un premier travail que nous, on fait déjà au quotidien sur plein de choses. On bosse avec l'INRIA notamment pour améliorer les modèles de l'autocognition. L'autre côté, c'est avoir des modèles mieux entraînés, y compris sur des corpus paradoxalement pas nets, mais qui du coup vont développer une forme de résilience par rapport à ça, de comprendre que, ok, très bien, même si c'est une sortie PDF tout texte qui est pas net, parce que des fois c'est tout ce qu'on a, hein. Des fois on n'a même pas les PDF originaux, tu vois, faut travailler quand même avec. Nous, c'est problématique qu'on a notamment aussi pour l'entraînement, d'entraîner sur des corpus en domaine public, c'est que tels qu'ils existent aujourd'hui, en fait, la numérisation n'est pas toujours terrible. Et en même temps, c'est des corpus qui ont une haute valeur pour l'entraînement. Donc, développer des outils aussi, et là, tirer aussi parti quand même de la capacité d'un LLM à comprendre, en fait, et à déduire, typiquement, même lorsqu'il voit un texte un peu en vrac, il y a une capacité, en fait, à reconstituer la structure éditoriale du texte. À recomprendre que, ok, très bien, parce que les mots sont organisés de telle manière, qu'il y a un souligne là, c'est probablement un titre. Parce que t'as telle erreur qui s'est glissée dans le mot, c'est probablement à corriger, il faut la mettre. Donc, il y a une certaine résilience là-dessus qui est quand même vraiment intéressante et qui permet du coup de jouer un petit peu sur les 2 niveaux, je pense. Il faut améliorer le traitement en amont de ces documents qui viennent, et puis de l'autre côté, il faut pouvoir se rattraper et avoir des modèles qui seraient capables justement de comprendre que oui, c'est tel format et qu'on s'oriente vers telle structure et qu'il faut orienter de telle manière, les sémantiser comme ça et ainsi de suite. Alors, je pose une question très intéressée sur la question des OCR. J'ai l'impression qu'il y a un gouffre énorme entre les meilleurs modèles open source, les Tesseract, les IOCR et compagnie, et ce que peuvent faire de façon tout intégrée, qui fait probablement appel à plusieurs modèles sous le capot, toutes les API d'Amazon Textract, Azure et compagnie. Comment on fait avec de l'open source pour avoir les meilleurs perfs possibles sur de l'OCR? Alors là, déjà, un point important, une annonce qu'on a sortie du coup vendredi, en fait, c'est qu'on a sorti en fait le premier modèle pour aller faire de la correction OCR. Donc on l'a sorti là, parce qu'on bossait énormément sur le sujet, comme on est très motivé, comme on a des corpus mal océrisés. Franchement, ça marche pas mal. Alors évidemment, on n'est pas encore au point où on aurait les garanties de confiance qu'on pourrait avoir pour déployer ça dans les infrastructures. Est-ce que tu veux avoir des besoins quand même de s'assurer quand même que la correction soit bonne? Mais en tout cas, pour nous, ce qu'on veut faire par derrière pour l'entraînement, c'est déjà largement suffisant. Donc, on a sorti un gros corpus, on a sorti 1 milliard de mots sur Uniface corrigé, du coup, donc tout le monde peut vérifier. Et franchement, ça marche très bien. Et ça, je pense que c'est déjà une brique essentielle pour aller dans la direction que tu veux. Donc moi, je pense qu'il y a un peu 2 enjeux. Il y a d'abord un problème, c'est que les modèles open source qui existent aujourd'hui, ils ont un problème de données. C'est-à-dire qu'ils sont tous entraînés à peu près sur les mêmes sets. C'est pas forcément super bon. Alors, ils ont des bons outils maintenant, notamment Tesseract, lorsqu'ils ont fait le saut du deep learning, maintenant il y a quelques années, j'ai vu les gains énormes de qualité. Et c'est devenu quand même utilisable pour un certain nombre de choses, notamment si tu t'intéresses juste à la partie recherche pure, plein texte. Tu commences vraiment à avoir des trucs qui sont exploitables. Maintenant, le gros souci, c'est que Tesseract n'a pas vu la même diversité de documents que Amazon, Google ont vu. Parce que c'est pas un projet applicatif.
C'est un petit projet open source. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment un déficit là-dessus. Donc nous, c'est là où je pense que ça se branche aussi un petit peu avec l'opportunité que déclenche quand même le pré-training de ce qu'on essaie de faire en ce moment, de collecter des gros corpus ouverts. Là, on a lancé une grosse collecte de tout ce qui existe en open data au niveau européen. Donc, on a des millions et des millions de PDF. Et ça, c'est typiquement le genre d'outil qu'on va pouvoir mettre à la fois dans l'entraînement de l'ALM, mais aussi, pourquoi pas, sur la partie entraînement de modèles de layer cognition, modèles de OCR et ainsi de suite. Parce que ce qui manque aujourd'hui, je dirais que c'est un peu cette vision panoptique de c'est quoi tous les formats existants. Et aujourd'hui, on est quand même très souvent amené, en plus, c'est des modèles quand même très, je dirais, entraînés sur des formats plutôt américains, qui ne sont pas forcément ceux qu'on a en Europe par derrière. Alors que Amazon et Google vont avoir une certaine souplesse qu'il n'y a pas. Donc, je pense qu'il y a effectivement, d'une part, avoir des modèles mieux entraînés sur des corpus plus divers, ce qu'on essaye de faire, et c'est là où je pense qu'il va y avoir un peu des bénéfices presque cachés, finalement, de cette logique d'entraînement à grande échelle, des modèles de langue, parce qu'on est obligé, et c'est aussi un peu ce qu'on réalise dans la discussion qu'on a avec les acteurs de l'open data, c'est que on est obligé quelque part de passer à la vitesse supérieure en termes de, OK, à un moment donné, il faut tout collecter. Alors, tout est dispersé. Jusqu'aujourd'hui, tu vois, tu as une initiative énorme, c'est des énormes corpus, mais qui sont un peu cachés. Ils ne sont pas très visibles. À un moment donné, il faut les réunir. Du coup, c'est intéressant pour plusieurs choses. C'est intéressant, du coup, pour le développement de meilleurs outils de traitement. Et c'est aussi intéressant pour la recherche plain texte, qui n'existe pas sur ces documents-là. Et puis même pour aller plus loin, même vers la recherche vectorielle aussi, parce que c'est aussi un aspect du RAG qui est assez important. Donc ça, c'est un peu une première chose. Et puis d'autre part, ce qu'on essaie de faire avec la post-correction OCR, je pense qu'il y a une brique qui doit venir, qui existe déjà dans le modèle OCR en réalité. Tu as toujours en fait un truc où tu as le modèle à un moment donné, pour corriger une partie des erreurs, il va réconcilier le texte avec des séries de probabilités de mots. Et c'est comme ça que paradoxalement, si tu tapes Internet sur Gallica par exemple, qui est une vieille bibliothèque numérique, au XIXe siècle, tu n'auras pas d'occurrence. Parce que le modèle est surcorrigé sur du vocabulaire contemporain. Donc, ce qu'on essaye de faire avec les LLM aujourd'hui en post-correction, c'est de la correction, mais contextuelle. Et ça, c'est la force des LLM, tu vois, parce que c'est pas juste des mots en vrac, mais c'est vraiment à partir tel que c'est écrit dans le texte lui-même, qui va essayer de déduire concrètement, OK, c'est forcément ce sens du mot-là, c'est pas autre chose. Et c'est vrai que sur la correction historicisée, je te dirais, de ces documents-là anciens, ça marche quand même étonnamment bien. Ouais, je comprends. Alors, sur le fine-tuning de LLM, un autre truc qui revient beaucoup, c'est on sera jamais capable d'avoir un corpus de la taille qui approche, même à quelques ordres de grandeur près, la taille du corpus sur lequel le modèle a été pré-entraîné. Et donc, quelque part, quand il s'agit d'essayer de rajouter de la connaissance dans le modèle, d'impacter le prior du modèle, on finit par obtenir quelque chose. C'est des propos plutôt rapportés, moi je l'ai jamais essayé, mais plutôt quelque chose qui génère pas mal d'hallucinations, quoi. Absolument. Ouais, tu confirmes ? Je confirme plutôt. En fait, il y a eu tout un débat qui existe toujours, qui me frustre beaucoup. Tu sais, c'est fine-tuning ou RAG. Donc, les gens en posent les deux en disant, il y a fine-tuning, il y a RAG, le RAG fonctionne mieux. Je pense qu'il y a une grosse mésincompréhension sur ce que c'est que le fine-tuning. Effectivement, tu as parfaitement raison. Le fine-tuning, quand même, dès le départ, à chaque fois, c'est que tu fine-tunes sur peu de données. Et c'est pour ça que c'est une opération qui n'est pas coûteuse. Parce que quand tu fine-tunes aujourd'hui, en fait, la notion qu'on a de fine-tuning, en fait, elle est assez spécifique. Le principe de base, à chaque fois, c'est que tu gèles l'essentiel des poids du modèle. C'est ce qu'on appelle du LoRa. Donc, tu vas juste modifier une petite partie du modèle. Ce qui fait sens, parce que du coup, tu rajoutes juste un tout petit peu de données par rapport à tout ce qui est entraîné. Donc, ça n'a aucun sens de tout réajuster. Tu perds juste du temps, quoi. Donc, ça, c'est un peu une première chose. Mais c'est vrai que l'idée de mettre les informations directement dedans, alors, c'est vrai. Il y a les mémorisations. Et ça a été prouvé à plusieurs reprises. Notamment, Jeremy Howard, typiquement, qui est un peu la personne qui a plus inventé le fine-tuning aujourd'hui. Il a pas mal publié sur le sujet. Et puis, ils ont fait des tests. Et nous, on a fait aussi des tests, du coup, à la DINUM aussi. On s'est rendu compte que, il y a des informations qu'il avait vraiment mémorisées à force. Notamment, si elles sont un petit peu répétées dans le corpus, il les retrouve. Donc ça existe. Le problème, c'est qu'il n'est pas fiable, effectivement. Donc ça, c'est jamais du 100%. Je dirais que c'est un peu du nice to have, parce que du coup, tu sais que le modèle, en plus de ce qu'il peut récupérer comme référence, il peut récupérer ça. Là où le fine-tuning est vraiment intéressant, et c'est là où on a bossé le plus, du coup, sur le projet Albert avec ça, c'est sur des tâches, concrètement. C'est lorsque tu lui demandes de faire des choses. Donc typiquement, le RAG, c'est une tâche, en réalité. Bien synthétiser des références, c'est une tâche. Bien répondre dans un conversationnel, c'est aussi une tâche. Bien résumer un texte, c'est une tâche. Le traduire, c'est une tâche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Corriger l'OCR, c'est une tâche aussi, d'ailleurs. Donc, typiquement, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en fine-tuning. Donc, l'intérêt du fine-tuning, c'est quoi ? C'est prendre un modèle qui, en fait, n'est pas très gros. Donc, typiquement, 7-8 milliards de paramètres aujourd'hui. Donc, là, je dirais que 2 références aujourd'hui, c'est un peu Mistral et Llama 3 aujourd'hui, qu'on utilise au quotidien. Tu prends ce modèle-là, tu sais qu'il va pas être forcément aussi bon que GPT-4 en général, c'est pas possible de toute façon. Mais par contre, si tu le spécialises en amont, il a quand même une capacité finalement à s'adapter
parce qu'il est quand même assez bon de manière générale, ou tu peux le pousser quand même assez loin dans cette logique-là. Donc nous, c'est ce qu'on a fait sur le projet Albert. On a créé un bon modèle pour citer ses sources. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement il va mettre des références vers les sources qu'on lui a envoyées en RAG, mais il va carrément citer in extenso des passages du texte. Ça, c'est très important pour l'explicabilité, notamment dans le monde du secteur du public. Si tu ne veux pas déployer de l'IA, si tu ne commences pas à poser la question de OK, c'est quoi la fiabilité, etc. Moi, ce modèle, en fait, il m'a été beaucoup inspiré par une autre de mes expériences, qui est Wikipédia, parce que je suis administrateur de la communauté depuis des années, et on a exactement la même problématique. Parce que ces articles de Wikipédia, tu ne peux pas les citer, ils ne sont pas d'auteurs. C'est plein de gens qui contribuent, etc. Du coup, ce qui est fiable sur Wikipédia, c'est ce qui est vérifiable. C'est pouvoir tracer les références chaque fois pour revenir aux sources d'origine. Donc, on a voulu faire la même chose, du coup, ce modèle qu'on a développé pour Albert, c'était cette idée de créer un modèle qui soit vérifiable, parce qu'il va produire ses références, donc il va citer précisément les sources, il va carrément mettre des citations précises de c'est quoi cette information qu'il a trouvée à chaque fois, chaque fait qu'il avance, il va essayer de mettre ça par derrière. Donc ça, en soi, c'est une tâche en réalité. Et tu peux amener le modèle assez loin grâce à justement cette capacité à le réentraîner sur des tâches un peu abstraites. Donc l'idée, quand on envoie le corpus, c'est pas qu'il mémorise le corpus. Le corpus, à la limite, on n'a pas grand-chose à faire. C'est ce qu'il mémorise, c'est une série d'exemples. Étant donné la question, étant donné les références qu'on t'envoie, sors-nous un texte avec des références bien listées, etc. L'autre chose qui est vraiment intéressante avec le fine-tuning, et je pense que c'est particulièrement pertinent pour nous qui sommes en France, c'est l'adaptation à la langue. Parce qu'on sait aujourd'hui que les modèles sont plutôt bons pour parler le français, mais ils n'ont pas été entraînés sur beaucoup de français. Lama 3, typiquement, je crois que c'est 95% anglais, en fait, typiquement. Donc, ça va pour parler une langue correcte, ça va pas pour avoir toute la diversité d'expressions que tu peux avoir sur du français, et ainsi de suite. Et typiquement, un test assez rigolo que j'avais fait, que j'utilise souvent pour démontrer à quel point, comme le fine-tuning peut changer radicalement le fonctionnement du modèle, c'est un modèle que j'ai créé il y a quelques mois qui s'appelle ModaGPT et qui est entraîné sur du français ancien et de l'anglais ancien du XVIIe siècle, donc vraiment il y a longtemps, avec un langage archaïque, mais aussi, et c'est là où ça m'a surpris, aussi même des connaissances archaïques. Tu lui demandes combien il y a de poètes dans ce système-là, ils vont en citer 5. Donc, il y a vraiment un réajustement qui s'est fait. Et ça, je pense que c'est une puissance du fine-tuning qui n'est pas assez identifiée, alors que je pense qu'une bonne partie des frictions liées à l'IA générative sont liées aussi à ça. C'est-à-dire que lorsque tu envoies juste un ChatGPT en vrac sur des données, il y a toujours un moment où tu as les ChatGPT, tu sais, là, les trucs un peu bizarres là, qui formulent, etc. C'est pas forcément le format que tu voudrais. Et le format, en fait, c'est très important. Ouais. Sur le RAG, du coup, j'essaie de comprendre un peu le projet de fine-tuning dont tu parles. C'est que tu vas générer du contenu de RAG avec un ChatGPT 4 normal, etc. Et que ça va devenir ta donnée d'entraînement. Exactement. Alors, on travaille beaucoup avec de la donnée synthétique. Donc là, actuellement, alors il y a toute la problématique aussi sur les conditions de réutilisation aujourd'hui de ces données, tu vois. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on bosse plutôt sur du Mistral, parce que Mistral, c'est quasiment le seul acteur aujourd'hui qui permet de faire de la réutilisation sans trop de difficultés. Mais effectivement... Pourquoi ? Parce que, en fait, le truc, c'est très controversé, ces conditions d'utilisation, mais tu as OpenAI, normalement, qui dit que tu peux pas réutiliser les outputs de ChatGPT pour entraîner les modèles. C'est extrêmement controversé parce que aujourd'hui, même le bureau du copyright américain, ils vont te dire que des textes générés par IA sans intervention humaine, c'est du domaine public. Il n'y a pas d'auteur. C'est encore plus vrai en Europe, où on a une législation vraiment purement personnaliste droit d'auteur, tu vois, donc normalement, tu n'es pas censé avoir d'auteur. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui en IA qui ignorent purement et simplement ces restrictions, et Linkfast, ils ignorent superbement, tu vois, ils passent leur temps sur des modèles entraînés sur GPT-4, ils n'ont rien à foutre, ils ont probablement raison. Oui, d'ailleurs, il y a un modèle sur LM6 Arena, il y a un modèle Lama 7B, Mistral 7B fine-tuné sur des outputs. Quasiment tout le monde fait ça aujourd'hui en fine-tuning, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans la communauté open source du fine-tuning, tu as des gens qui sont bons en code, mais tu as quand même peu de gens qui sont bons en données. Donc tout le monde utilise des datasets pour créer GPT-4. Et ça, je pense que ça devient un souci, parce que comme les petits modèles deviennent vraiment bons, et je trouve qu'on a vraiment franchi une limite avec le dernier Lama, du coup, qui devient vraiment bon, aujourd'hui, ça devient un peu la limite, qui est que tout le monde rentre sur une GPT-4. Mais je pense que pour certaines tâches, et c'est notamment ce que j'ai fini par réaliser sur l'OCR, quand on a sorti la chose la semaine dernière, on peut faire mieux. On peut commencer à aspirer à faire mieux si on travaille bien la donnée. Alors après, malgré tout, le synthétique, ça reste quand même vraiment utile. Et ça, je pense que c'est notamment particulièrement utile. Et là, je pense aussi à l'IA générative un peu à l'ancienne, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même toute cette problématique de déploiement. Tu sais, même un Lama 8B, il faut quand même un A100 pour déployer ça correctement. Ou alors des immersions quantisées qui ne va pas être très bonnes. Mais à côté de ça, tu as quand même toujours ces modèles qui existent, qui fonctionnent bien pour les tâches de classification, tous les BERT et compagnie. Je pense qu'ils vont connaître un comeback maintenant. Parce que le gros problème jusqu'à présent qu'on avait, c'était les corpus d'entraînement. Et les faire à la main, c'est super long, c'est super cher. Par contre, distiller des corpus créés par des modèles puissants, par des modèles petits, que tu vas pouvoir déployer sans GPU, pour des tâches assez précises,
Et bon, typiquement, la classification, c'est un peu l'exemple emblématique. Et franchement, il y a plein de trucs qu'aujourd'hui, je vois des modèles où les gens déploient des LLM et je me dis, mais franchement, tu pourras faire un BERT aussi bien. Et tu as vraiment intérêt, je trouve, aujourd'hui, si tu penses vraiment à la logique de déploiement efficace, à penser qu'il y a quasiment une forme d'orchestration de modèle, finalement, en disant, c'est quoi le modèle le plus petit possible pour réaliser ma tâche. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un potentiel vraiment intéressant à surveiller aussi sur les modèles vraiment, ce qu'on appelle les small language models. Alors, définition controversée, on ne sait pas où on les arrête, mais généralement, je te dirais, c'est moins de 4 milliards de paramètres, parce qu'en dessous de 4 milliards, tu peux déployer ça sur un consommateur GPU. Donc, sur une carte graphique qui coûte quand même de l'argent, mais ce n'est pas un A100, quoi. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui sortent, il n'y en a pas qui sont bons sur les langues européennes. Tu veux avoir soit Phi, qui est uniquement bon en anglais, soit les modèles chinois, comme Qwen, qui sont bons qu'en chinois. Et en même temps, ces modèles, ils ont une vraie capacité à raisonner, et tu peux quand même les emmener assez loin si tu les fine-tunes. Et je pense que ça va être un peu, à mon avis, une des grosses dynamiques. Ça, plus, à mon avis, le comeback carrément maintenant qui étaient les LLM originaux. BERT, c'était quasiment inventé pour BERT, cette notion. Mais aujourd'hui, c'est genre 200 millions de paramètres, c'est pas ridicule. Mais cette catégorie de modèles, je pense qu'elle va revenir aussi. Parce qu'on a la donnée pour l'entraîner, pour la pousser très loin. Et on a quand même des problématiques d'infrastructure. On voit bien que tout le monde fait des POC en ce moment sur l'IA générative. Tu as peu de déploiement à l'infra, et pour des raisons de coût. On va avoir besoin, finalement, de pousser ces modèles. Ouais. Tu parlais ça devient de plus en plus possible avec des datasets raisonnables. C'est quoi la taille d'un dataset pour faire du fine-tuning ? C'est pas énorme pour du fine-tuning, parce qu'à nouveau, si tu vas sur la logique de tâche, c'est pas la logique de mémorisation, on n'a pas besoin de beaucoup, parce qu'il faut surtout qu'ils donnent des exemples quasiment un peu abstraits, en fait. C'est quoi ce que tu veux amener ? Moi, généralement, je vais entre 1000 et 4000 exemples d'instructions. Donc, ça paraît pas énorme, du coup. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est la qualité. C'est-à-dire être sûr qu'à chaque fois, tes exemples ils correspondent à peu près à ce que tu veux. Donc, typiquement, si tu fais générer tes exemples par GPT-4 ou autre, ça vaut vraiment le coup d'ajouter une phase supplémentaire de curation par derrière. Donc ça, tu peux trouver des astuces formelles. Typiquement, pour l'entraînement du modèle pour Albert, typiquement, on avait fait des présélections sur le nombre de références qu'il va mettre, la taille des citations qu'on ne veut pas trop longues de préférence, sinon il commence un peu à halluciner. Donc, tu peux jouer un petit peu là-dessus. C'est une forme de présélection formelle. Ou tu peux utiliser des approches comme LLM as a judge, typiquement, où tu montes un autre LLM après le juger par derrière. Et là, c'est assez pratique pour des questions un peu compliquées, comme par exemple, est-ce que la réponse est pertinente, est-ce qu'elle est bien écrite, et ainsi de suite. Donc, tu as vraiment intérêt, du coup, à faire cette phase de sélection, et il vaut mieux moins de données, mais de qualité assez impeccable, que beaucoup de données en vrac, pas bien structurées, et tu vas pas gagner grand-chose, en réalité. Donc, je pense qu'il en faut généralement au moins 1000, quand même. Généralement, moi, c'est l'expérience que j'ai notée. Même 2000, ça commence à être... Au-delà, tu gagnes plus forcément grand-chose. Enfin, c'est un peu des rendements descendants, tu sais. Tu mets plus de données, mais tu vas moins en moins gagner. Donc, c'est pas forcément super intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu penses de notre approche qui consiste à utiliser, alors je ne sais pas si tu connais Microsoft Guidance, mais des outils qui vont plutôt contraindre l'output, dire... Oui, je vois très bien. Ou les trucs comme Outlines, typiquement. Exactement. Oui, non, mais ça, c'est des approches très intéressantes, je trouve. Et ils ont fait énormément de progrès. Moi, j'étais un petit peu sceptique au début parce que je m'étais dit, le problème, c'est que ça va sacrément ralentir la durée de génération, quoi. Parce que quand tu contrains, forcément, tu rajoutes des règles, etc. Et je trouve qu'en tout cas, dans le cas d'Outline, ils ont quand même démontré que, non, ils arrivaient quand même à faire des choses assez efficaces. Maintenant, ils travaillent avec VLLM, qui est la meilleure application de génération de texte. Donc ça, je pense que c'est des approches vraiment intéressantes, notamment sur la partie, et je pense qui est un peu sous-estimée, qui est vraiment LLM pour aller faire la génération de données, où là, tu as besoin de cette contrainte. Après, la contrainte, on n'a pas besoin pour tout. Mais c'est vrai que typiquement pour du texte, tu as plutôt intérêt à laisser une forme de créativité. Sinon, tu vas avoir ton texte qui s'étouffe, quoi. Ça va fonctionner. Et c'est d'ailleurs, je pense, une grosse incompréhension qu'on a sur la notion d'hallucination, où tout le monde, tu sais, depuis un an, n'arrête pas de répéter, de toute façon, la next étape, on va enfin réussir à enlever l'hallucination. Mais d'une part, c'est pas possible et c'est pas souhaitable. Et ça, quelqu'un, par exemple, comme Karpathy le dit encore mieux que moi. Ces modèles, leur fonction, c'est d'halluciner. Ils sont là pour aller faire des probabilités de mots et pour être un peu créatifs. Et c'est ça ce qui est intéressant. Ouais. Donc l'enjeu principal, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire du coup avec le modèle d'Albert, c'était pas de se dire non, on veut le contraindre autant que possible et quitte à ce que le modèle devienne trop bête. Et ça, c'est un peu le problème, je trouve, même dans l'évolution qu'on constate avec un certain nombre de... Même dans la manière en fonction de ChatGPT, je trouve que des fois, il est un peu trop contraint par rapport à ce qu'il pourrait faire et on voit que à quel point ils sont obsédés par la réduction des hallucinations. Des fois, c'est contre-productif. Donc, faut pas forcément l'empêcher d'exprimer des choses. Par contre, il faut être sûr que ces choses soient un peu groundées et qu'on mette des mécanismes de vérification a posteriori. Concrètement, dire, OK, tu génères du texte, il vient d'où ton texte ? Cite-moi tes sources. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais sinon, oui, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire dans le domaine de la génération contrainte pour, typiquement,
Je pense pour la classification. Alors, par contre, ma seule réserve par rapport à ça, c'est que je pense quand même que les LLM sont aujourd'hui pas forcément le bon outil. Enfin, les LLM qui existent, donc les gros, je dirais plus de 7 milliards de paramètres, c'est pas forcément le bon outil pour aller faire de la génération contrainte de type JSON, en fait. D'accord. Pourquoi ? Moi, je pense parce que pour la question du poids. C'est-à-dire que je suis de plus en plus convaincu, et ça, notamment, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est une application qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Gleaner, qui est basée sur BERT, enfin une version de BERT qui s'appelle Deberta, et qui fait identification d'entités nommées. Donc concrètement, il repère dans les textes, tu vois, si c'est un nom de personne, de lieu, etc. Mais qui fait ça de manière super fine. Donc tu peux carrément lui demander, identifie-moi les championnats listés dans un texte, identifie-moi tout ça. C'est un tout petit modèle. Et je trouve que pour la génération structurée, je me demande quand même dans quelle mesure, quand même, c'est pas de l'overkill aujourd'hui d'utiliser un très gros modèle. Mais 7 milliards, c'est plutôt un petit modèle à l'échelle du LLM. Alors, c'est plutôt un modèle à l'échelle des LLM, mais ça reste un gros modèle du point de vue des infras. C'est-à-dire que tu es obligé quand même d'utiliser un ascent. Donc, il faut voir pourquoi tu veux l'utiliser. Moi, je trouve que là où c'est utile, par contre, si tu veux utiliser des modèles comme ça, c'est pas juste pour avoir des données structurées en vrac, mais si possible, et moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est d'intégrer du reasoning dedans. Et là, tu brouilles un peu la frontière entre ces données qualitatives ou quantitatives, et là, ça devient vraiment intéressant si tu poses des questions compliquées sur le texte. Pour donner un exemple, il y a un projet sur lequel j'ai un peu bossé, là, parce que à nouveau, je viens du média numérique, donc j'ai beaucoup travaillé en littérature. Et une question compliquée qu'on voulait demander depuis longtemps à un texte, en fiction par exemple, c'est tu prends une page de fiction, comme un roman, combien de temps se passe du point de vue de l'intérieur du récit ? Donc, concrètement, entre le début et la fin d'une page, du point de vue de ce qui se passait entre les personnages, tu vois, combien de minutes s'est écoulé ? Est-ce que c'est des heures, parce qu'ils ont pris le train par exemple ? Ou est-ce que c'est des jours, parce qu'ils ont fait un long voyage ? C'est une question compliquée parce que c'est jamais dit officiellement, tu vois. Souvent, c'est tacite, c'est à partir de l'action qu'elle se déroule, c'est une question compliquée. Et là, franchement, j'ai fait des tests en partant d'abord de GPT-4, puis en entraînant un modèle Llama, etc. Et franchement, ça fonctionne bien si tu demandes au modèle d'abord de faire une analyse de texte. Donc, tu lui dis, OK, regarde-moi concrètement un petit ce texte. Vois les éléments marqueurs qui pourraient faire dire, OK, il y a une durée. Fais des déductions à partir de ça. Faire vraiment du reasoning à partir de ça. Essayer de comprendre, OK, étant donné qu'ils ont pris le train, j'en sais rien, ou qu'ils ont traversé la ville, au moins quelques heures. Et fais une estimation à partir de ça. Ça, je trouve que c'est un truc, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas plus de choses dans ce domaine, parce que je trouve que c'est des choses vraiment intéressantes, notamment je pense aussi à tout ce qui est analyse de sentiments, tu vois. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une révolution de l'analyse de sentiments avec les LLM depuis 1 an, mais je pense qu'il y a des connexions qui ne sont pas encore faites avec les champs de recherche ou autres, mais toutes ces questions un peu compliquées de text mining qu'on voulait poser depuis très longtemps, là, je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Si tu forces vraiment les LLM, du coup, à justifier leur choix, parce qu'en plus, tu crées la vérifiabilité, t'as le commentaire par derrière, et en plus, t'as des résultats de meilleure qualité, parce qu'une fois qu'il réfléchit, c'est connu, il va commencer à faire des résultats qui soient beaucoup plus affinés. Donc ça, je pense que c'est une optique vraiment intéressante. Mais je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un décalage entre pourquoi on utilise les LLM pour faire des données structurées aujourd'hui, qui sont quand même des opérations qui sont quand même relativement basiques en réalité. Donc typiquement, tu prends un texte, tu extrais les entités, tu extrais des relations, des choses comme ça. Je suis quand même intimement convaincu qu'il y aura un comeback des plus petits modèles pour faire ça, parce qu'aujourd'hui, on dépose des modèles trop gros pour cette tâche-là. Par contre, des nouveaux usages que l'on ne pense pas encore, parce que je pense qu'on manque encore un petit peu d'imagination, de se dire, oui, finalement, c'est possible aujourd'hui. Ça, c'est des choses, à mon avis, qui vont rester effectivement, alors peut-être pas forcément des modèles à 7 milliards, on pourrait imaginer des modèles 4 milliards, 3 milliards, tu vois, pour aller faire des choses comme ça, mais là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Tu nous as dit au détour d'une phrase, il faut un accent ou alors on les quantise et on a des pertes de performance. Ouais. Donc quantiser les modèles, c'est-à-dire mettre les poids sur des résolutions plus petites, moins d'options pour chaque poids, moins de possibilités de valeur pour chaque poids. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est compliqué. En fait, c'est une question qui nous poursuit depuis longtemps parce qu'en fait, on y avait pensé au début du projet Albert parce qu'on s'était évidemment pensé la question du déploiement hors GPU. C'est quand même très motivant. On avait commencé à faire des tests qui étaient un petit peu encourageants. Puis après, on s'est quand même posé la question de OK, très bien, maintenant on passe au RAG, on veut quand même pouvoir réaliser l'inférence, c'est la catastrophe, franchement. D'une part, le problème qu'un truc comme GGUF gère très mal les contextes, même pas longs, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens vont quand même facilement jusqu'à du 32 000, 200 000, je sais pas quoi. Là, on parle plutôt de trucs à 2000 mots grand max. Ça met des plombes absolues. T'arrives pas à gérer ça. Et effectivement, tu as les pertes de performance qui sont connues quand même dès que tu veux utiliser la fiabilité. Là où ça fonctionne assez bien aujourd'hui, c'est aussi conversationnel, je dirais. Parce que tu n'as pas besoin de gros contextes. Tu as une certaine tolérance à l'hallucination, parce que de toute façon, tu es dans un usage un peu récréatif finalement. Et donc, c'est vrai que tous les projets comme Olama vivent un peu de ça. Ou je pense aussi, tout ce qui est génération contrainte, justement, ce que tu disais juste avant. Je pense qu'effectivement, pour créer des données structurées, des choses comme ça, la génération elle est suffisamment bordée pour que tu puisses arriver à quelque chose.
Mais c'est vrai que sur tous les usages un petit peu avancés, un petit peu experts finalement de ces choses-là, on se heurte quand même vite à des limitations fondamentales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus, je te dirais, et c'est un problème d'ailleurs qu'on réalise, c'est qu'aujourd'hui, les modèles sont de plus en plus surentraînés, comme par exemple la MA3, tu vois, qui est autant entraîné sur 15 000 milliards de tokens, tu vois, donc on est sur à peu près du niveau de GPT-4, tu vois, mais sur un petit modèle à 8B, parce que tout le monde réalise aujourd'hui qu'avec les fameuses lois de Chinchilla, tu as intérêt à mettre plus de données et moins de paramètres, et tu gagnes quand même beaucoup. Quand les gens ont essayé de commencer à quantiser la MA3, ils se sont rendus compte qu'il y avait de sacrées berces de performance plus qu'avant. Parce que comme les modèles sont quasiment saturés, ils sont presque un peu au maximum de ce qu'ils peuvent mettre. Dès que tu commences à réduire la résolution, là, tu commences à baisser. Et c'était moins le cas avant parce qu'ils n'étaient pas assez saturés. Donc, à l'époque de la MA2, tu vois, il y avait encore beaucoup de vide finalement dans ces modèles-là. Donc, tu avais de la marge pour les réduire. Là, tu perds de la marge. Et c'est vrai que là, de plus en plus, moi, j'ai quand même la conviction, si on veut aller vers des modèles exploitables à grande échelle, notamment sur du contexte long, par exemple, le dernier Phi3 qui est sorti, là, qui est un SLM, du coup, parce qu'il a 4 milliards de paramètres, il peut gérer des fenêtres de contexte. Bon, en théorie, jusqu'à 128 000, mais après, moi, je suis toujours sceptique parce que même au-delà de 4 000 mots, ça commence quand même à perdre un peu en vitesse. Enfin, quand même, il peut faire ça. Moi, je pense quand même que l'avenir pour les petits modèles va plutôt être sur l'entraînement justement de petits modèles directement, moins sur la quantisation a posteriori, parce que on se rend compte quand même que, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait que ces modèles sont de plus en plus surentraînés, de plus en plus super optimisés, tu peux plus vraiment les compresser sans avoir des baisses de qualité importantes. Ok. Alors, tu nous as un peu parlé de Albert, venons-en un peu plus. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de ce projet ? Alors, tout à fait. En fait, c'est un projet qui a commencé il y a 1 an. Donc, il a commencé par pas grand-chose. C'était vraiment un tout petit pilote. Et moi, du coup, j'étais associé depuis le début. Et tout comme ma collègue, du coup, cofondatrice de Playas, Anna Sedenko, on était tous les deux en consultant sur le projet depuis ses tout débuts. C'est un petit peu par hasard, mais c'est aussi parce que donc on était un petit peu en pointe de cette question du fine-tuning. Donc moi, j'avais aussi créé la communauté Le Bon LLM, qui est une communauté importante sur le fine-tuning en France. Donc du coup, on avait été sollicité sur ça. C'était un projet vraiment exploratoire et puis qui a commencé un peu à décoller en septembre, en fait, lorsqu'on a commencé vraiment à rentrer sur des applications concrètes et qu'on a commencé à réaliser que, on avait réussi déjà la première étape qu'on s'était fixée, qui était de déployer sur GPU, cloud souverain français, un modèle qui était réentraîné. Et en réalité, Albert, c'est une gamme de modèles. C'est pas juste un modèle. Donc il y a pas mal d'incompréhensions sur ce qui s'était publié, officialisé par le Premier ministre la semaine dernière. C'est plusieurs modèles qu'on crée pour différentes administrations, avec différents besoins. Donc là, actuellement, on a une 50aine d'administrations qui ont sollicité. Qui du coup, alors par contre, c'est là où c'est un peu compliqué. On a des vraies questions de scalabilité aujourd'hui. Donc typiquement pour aussi bien côté données, de pas juste avoir retraité les corpus de chaque personne, parce que là, le problème aussi, c'est qu'on a épuisé les corpus faciles qui étaient en XML, et maintenant, il faut attaquer les corpus en PDF. Donc, avec toutes les problématiques qu'on disait au tout début, sur il faut traiter les titres et tout ça. Mais donc, c'est des problématiques très concrètes à chaque fois. Donc là, typiquement, un projet qu'on a un peu travaillé au début, c'était Service Public Plus. En fait, c'est des textes qui sont rédigés par des agents pour répondre à des questions posées par les administrateurs qui sont pas compliquées. Donc, à chaque fois, c'est des questions qui nécessitent pas vraiment un traitement avancé. Mais par contre, il faut que le modèle assimile bien la syntaxe et la manière de rédiger dans le service public. Ça, c'était un peu un premier point essentiel. C'était pas seulement amener un modèle à mieux parler français, mais à parler le français administratif avec ses règles, avec ses normes, à nouveau pour diminuer un petit peu la friction dans l'usage de ces textes après, pour qu'ils puissent être réécrits directement par les agents. Et puis l'autre grand usage, c'est avec les maisons France Service. Donc c'est tout un réseau en fait de gens qui accueillent en fait à nouveau des administrés, qui leur posent des questions plus ou moins compliquées. Et l'idée, c'est d'avoir des modèles qui soient capables de faire à la fois la navigation dans les sources de référence et puis la génération d'une synthèse sourcée à partir de ça. Et c'est là la question du sourcing qui était vraiment importante parce que l'idée, c'est pas de rajouter du travail pour les agents. T'allais devoir vérifier systématiquement, OK, la source détaillée, c'est comme ça et ainsi de suite. Mais au contraire, d'avoir des textes qui soient assortis de références, qui savent de fonctionner avec. Donc ça, c'était c'est plein de petits pain points comme ça. On a un peu travaillé pour la Cour des comptes aussi, pour aider pour le résumé de rapport. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Et je pense que c'est quand même un projet qui est assez utile parce qu'on pose souvent la question du fait que l'IA générative, c'est chic et choc, mais ça sert à rien ou voilà quoi. Il y a quand même beaucoup de doutes là-dessus. Et moi, ça, ce qui m'a pas mal plu dans le projet aussi, c'est des dimensions quand même hyper concrètes quoi. À chaque fois, c'est des problématiques qu'on n'avait pas forcément à résoudre auparavant et qu'on arrive soudainement à résoudre aujourd'hui. Maintenant, à nouveau, je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, ça va être dans quelle mesure on va réussir à passer au next step. Parce qu'aujourd'hui, Albert reste encore qu'une expérimentation. On n'est pas encore sur une infrastructure qu'on aimerait qu'elle existe. C'est pas encore une API ouverte au cas de vent, c'est pas encore tout ça. Il faudra plus de moyens, c'est une évidence, si on veut vraiment supporter ce projet tel qu'on le vise ambition. Et je dirais qu'un des gros enjeux qu'on a là maintenant, notamment, c'est dans l'harmonisation des corpus qu'on a. Et notamment, je pense que c'est là où Albert, il a un peu une chance pour le mouvement Open Data, qui existe depuis 10 ans, donc on a fait énormément de choses. Mais à nouveau, ces choses-là sont quand même assez très dispersées. Il y a des choses qui sont un petit peu centralisées, mais sinon, c'est beaucoup d'administrations qui publient les choses dans leur coin et les choses ne sont pas centralisées. On voit que ces données, aujourd'hui, elles ont de la valeur.
Parce que nos LLM, ils ont besoin de sources, ils ont besoin de références, ils doivent être centralisés. Et là, un des gros chantiers qu'on est un peu en train d'ouvrir, c'est le traitement un peu agnostique de tous ces corpus-là en PDF, typiquement, pour pouvoir les intégrer dans, typiquement, ce qu'on appelle un vector store. Donc, concrètement, c'est une base sémantisée qui, en soi, en fait, déjà un acquis. Et c'est là où je pense que ce qui est important avec les LLM, c'est que ça nous oblige un peu à réintégrer dans des administrations, dans une grande organisation, toutes les innovations en matière de moteur de recherche qui sont apparues ces dernières années. Donc, des trucs qui ont apparu d'abord chez Google, typiquement, avec la recherche par vecteur, etc., qui est vraiment très utile sur 2 plans, notamment, c'est qu'elle fonctionne notamment très bien en multilingue. Tu peux lui poser une question en anglais, il va sortir les meilleurs résultats en français. Tu peux lui poser une question dans un français qui n'est pas très bien rédigé, mais c'était quand même souvent peut-être fois lequel, si tu veux rédiger rapidement, ou en français SMS, il va avoir une certaine résilience, ta compréhension, il va être capable de faire des choses. Donc, c'est quand même des outils qui sont vraiment très utiles. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, du coup, de faire ce travail, de centraliser un peu ce qui existe, le traiter et ainsi de suite. Mais bon, voilà. Donc, c'est un projet qui est quand même assez portant, même au niveau européen, parce qu'il y a eu assez peu de choses. Et je pense que c'est là où on est un petit peu aidé aussi en France par tout l'environnement presque régulatif, je dirais, d'inquiétude quand même sur le fait que, non, on n'était pas utilisé GPT directement. Les questions de données personnelles, c'est un problème. Là, on travaille beaucoup avec la CNIL, typiquement. Et il y avait peut-être un besoin assez tôt, en fait, qui était formulé plus par le public que par le privé d'ailleurs, mais je pense que le privé, il vient aussi, de se dire, il faut qu'on ait un contrôle sur la technologie. C'est-à-dire le fait que c'est pas juste ChatGPT, mais en fait, on est vraiment à l'intime de ce que fait finalement l'État, et ce que fait une grande organisation, quand même, je trouve, le fait d'avoir des technologies intelligentes, une infrastructure de la connaissance, c'est vraiment quand même le cœur de ce qu'on fait. Il faut qu'on ait un contrôle dessus, et le fine-tuning, c'est pas forcément une fin en soi, et je pense que typiquement, en Asie, l'État va quand même être amené à développer ses propres modèles à un moment donné, parce que on a besoin d'aller jusqu'au bout de la chaîne, de contrôler aussi comment ces modèles sont entraînés, parce que c'est une vraie question. Mais déjà, juste avoir cette logique de fine-tuning, de prendre des modèles, de se dire, très bien, c'est quoi votre problème ? C'est quoi aussi ce qui ne va pas aujourd'hui ? Et peut-être dans le contrôle de la progressivité de ces modèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est ChatGPT qui est en contrôle ce que tu utilises, tu vois. Donc, il va s'améliorer constamment, mais pas forcément en direction que tu veux. Alors que là, du coup, on a quand même l'avantage de pouvoir avancer dans la direction qu'on veut, qui peut être typiquement avoir un français mieux rédigé pour administratif, à intégrer aussi les retours des agents. Donc là, on fait pas mal de choses qui s'apparentent un peu à du RLHF, où tu réintègres le feedback. Alors ça peut être du feedback direct, de dire non, on veut des références plus courtes. Ça peut aussi être, et là c'est encore plus précieux, c'est carrément des générations à noter, ce qu'on appelle les preference fine-tuning, donc ils vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là tu peux utiliser ça directement pour l'entraînement. Donc en fait, d'avoir vraiment ce contrôle de se dire, ok, très bien, cette technique, on l'a. Et ces modèles, en plus, ils bougent pas. C'est-à-dire que c'est pas des modèles que tu les déploies une fois et ils bougent comme si tu voulais les bouger. Et tu les maîtrises vraiment. Ça, je pense que c'est quand même déjà un super acquis. C'est quand même une grande force, malgré tous ces modèles open weight, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler sur le fait que c'est apparemment de l'open source, ce que tu veux. Je pense que c'est quand même une grande force qu'ils ont quand même apporté à des organisations un peu précautionneuses de quand même préserver, je pense aussi, un peu la souveraineté quelque part sur leurs connaissances. Et ça, je pense que c'est un enjeu essentiel même pour les grandes entreprises. Quand même, aujourd'hui, se poser la question de se dire la transformation de l'IA, c'est bien, mais dans quelle mesure on se préserve aussi de pas juste filer tout nos données à GPT pour qu'il soit meilleur. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes chez Playas ? Alors, il y en a plusieurs, mais déjà, le principal, c'est l'entraînement de nos modèles. Donc là, on a eu du temps de GPU, on a à peu près, on a de quoi entraîner en fait nos 2-3 premiers modèles. On mise pas mal sur une autre on n'a pas l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui tous les modèles sont des transformers, donc depuis des années en fait. Donc tout ce qui est Pubert, donc c'est la même infrastructure pour gérer ça. Et depuis quelques mois, il y a pas mal de réflexions sur des choses alternatives, notamment pour la question du contexte long. Donc le fait de mettre beaucoup de texte en amont, et on se rend compte, moi c'est un peu la réalité, c'est que tu vas avoir typiquement GPT-4 ou Gemini qui va te promettre 1 million de mots. Tu réalises en pratique que ce sont des questions un petit peu compliquées de texte. Si tu fais pas juste une daily de haystack, tu vas quand même vite plafonner au-delà de 4000 en réalité, parce que ça devient plus très fiable. Et c'est normal, parce que le mécanisme d'attention, il est fait pour ça. Il finit par plafonner, ça commence à être cher, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'alternatives, notamment une qui s'appelle Mamba, qui est sortie en décembre dernier, et on connaît assez bien les auteurs et on travaille un petit peu avec eux, pour entraîner du coup des modèles qui soient résilients à cette contexte actuel. Donc ils ont changé la manière dont ça fonctionne, il n'y a plus de mécanisme d'attention. En gros, ce que fait Mamba, c'est qu'il va sélectionner en amont, à partir du mot précédent, les mots qu'il va aller chercher dans le texte. Donc il ne va pas tout prendre. Donc ça limite drastiquement la complexité. Ouais. Donc nous, c'est des projets qu'on veut entraîner. Donc là, c'est un peu ces modèles qu'on va entraîner. Et puis à côté de ça, on est vraiment en plein avancement du coup sur différents pilotes qu'on a montés, donc du coup avec l'État et puis aussi sur notamment avec aussi des acteurs plus de son privé aussi,
ma conviction quand même forte, c'est que le LLM, ça va quand même plutôt être une brique en fait en réalité, et que ce qui est vraiment en enjeu par derrière la révolution que ça porte, je trouve, c'est la création de nouvelles infrastructures de connaissances, knowledge infrastructure, qui est une vieille question qui remonte au début du web. On posait déjà la question du web sémantique à l'époque, et on ne l'a jamais vraiment résolu aujourd'hui. Et avoir du coup des infrastructures suffisamment intelligentes pour travailler à partir de n'importe quelle donnée, savoir processer les documents mal océanisés et être capable de fonctionner de manière relativement autonome par rapport à ça, de manière résiliente, je pense que c'est un très gros enjeu. Et les LLM ne suffiront pas tout seuls, en tout cas pas juste un lama. Il faut de modèles d'embeddings, il faut probablement aussi des micro-modèles comme BERT, il faut aussi de la data en amont et de la référence, du grounding, etc. Donc c'est tout ça en fait qui va faire à peu près sens, c'est ce qu'on essaye à peu près de construire. Ok. Quel invité est-ce que tu me recommandes pour un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de les inviter, mais moi je verrais bien quand quelqu'un de GameFace, typiquement. Je pense que c'est vraiment quand même un peu la communauté qui porte vraiment le monde de l'open source aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez eux, c'est quand même la conviction qu'ils ont que l'IA générative, c'est quand même beaucoup plus large que juste les grands modèles de langue qu'on manipule au quotidien. Donc eux, ils sont vraiment très convaincus aussi de la logique de spécialisation, de revenir à des modèles aussi plus petits. Je pense que c'est vraiment une idée assez forte. Ok, merci Pierre-Carl. Merci à toi. Vous venez d'entendre Pierre-Carl Langlais, CTO et co-founder chez Playas. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très vite.